Salut, c'est Edouard Cissé, retrouvez-moi sur le WFC. Les cotes ne se trompent jamais, c'est le football qui les contredit. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Winamax Football Club, l'interview. Une Coupe de France, une Coupe de la Ligue, un titre de champion de France et même une finale de Ligue des Champions. C'est le palmarès d'Edouard Cissé qui est notre invité. On a parlé avec lui de football en détente, mais vraiment en détente. Vous allez voir, c'est une vanne par minute. Régalez-vous. Voilà, là si tu bouges plus trop, c'est parfait. Ouais, ça va faire un tout ça. Je suis très content d'être là, Sofiane. Faites le clap d'abord, c'est très important. Les claps comme ça ou comme ça? Parfait. Ah ouais? Attention. Hop. Ah, mais c'est quoi ces balles là? Incroyable. Et je finissais les matchs, je dis mais j'ai été nul. On a été nul, j'ai été nul les gars aussi. Mais comment c'est possible d'être... C'est contaminé, c'était le Covid. Bam! Ah ouais, t'as bossé le truc hein. Ah ouais. Bienvenue Edouard sur Winamax FC, merci de ta présence. Ah bah merci pour l'invite, Sofiane. C'est un grand plaisir. Bon, on va détailler un petit peu ton parcours. PSG, Monaco, il y a une finale de Champions League dans le lot, il y a un titre de champion de France avec Marseille également. Mais avant ça, en fait, en regardant ton parcours, je remarque qu'il y a des moments de ta carrière où ça se passe pas bien et t'es jamais là. Par exemple, PSG Guignon, finale de Coupe de la Ligue 2000, PSG perd 2-0, la fameuse, tu joues pas. Je me suis chauffé 45 minutes. Ouais. Ouais, alors que quand même, tu étais titulaire cette saison-là. PSG La Corogne, 2001, il y a 3-0 pour le Paris Saint-Germain à l'heure de jeu. Le PSG perd 4-3 dans ce fameux match de Ligue des Champions, tu joues pas. 2003, tu es relégué avec West Ham, mais tu t'en fous, c'était un prêt, donc tu retournes chez toi. Et 2011, tu es relégué avec Auxerre, mais tu t'arrêtes, fin de carrière. Je voulais savoir comment tu arrives à esquiver à chaque fois ces moments. Mais c'est fou, c'est une très bonne question ça. Par contre, Auxerre ou West Ham, j'ai quand même fait partie de cette descente quand même, malgré tout, on peut le prendre. Après Guignon, c'est vrai, effectivement, j'étais pas là. Est-ce que j'aurais changé la donne? Je sais pas. En tout cas, très souvent, quand je joue à les finales, je les gagne. Et j'aurais dû le dire à Philippe Bergeron à l'époque, je dis, si vous me faites jouer, on a de fortes chances de gagner. Mais j'étais pas assez armé à l'époque. Bon, plus sérieusement, on va parler de ton début de carrière, même très très jeune d'ailleurs. C'est quoi ton premier souvenir avec un ballon de foot? 8 ans. 8 ans, je suis mes frangins dans leur club de foot et puis j'étais toujours derrière eux, je joue au ballon et puis aussi dans la rue un peu. Enfin, dans la rue, pas comme dans les favelas au Brésil parce que j'ai pas inventé une nouvelle histoire. C'était une rue très sympa, pavillonnaire, voilà, j'avais des voisins qui jouaient au foot. Mais je jouais beaucoup tout le temps au foot. Ouais. C'était à Pau, c'est ça hein? Exactement, c'était à Pau. Et tu te disais, ça peut devenir mon job, ça peut devenir mon métier, ou c'était pas du tout dans tes réflexions au début? Non, 8 ans, donc on est en 86, je vois qu'il y a Maradona, j'observais beaucoup José Touré. Il y a un rapport au côté métissage, il y avait soit des noirs, soit des blancs, et José Touré c'était le premier métis, je me dis, lui il est bon, j'aimerais bien être comme lui. Donc non, à cette époque-là, j'y pense pas. Je pense que c'est cette nouvelle génération là qui pense vraiment à faire du foot un métier. Moi, non, je pense à 8 ans, je voulais m'éclater, je voulais faire du foot, jouer parce que j'avais bien compris quand je faisais du foot, je faisais pas mes devoirs ou je faisais pas autre chose. Et ça me permettait de créer du lien avec mes potes et de jouer avec des gens beaucoup plus grands. Ça m'a toujours plu d'être avec des mecs qui avaient 10, 11, 12 ans. Tu vois, quand tu as 8 ans, c'est énorme d'être accepté. Tu as parlé de métissage là, c'est maman basque, papa sénégalais. Exact. Chez toi, ça se passe comment le foot? Est-ce que ça prend de la place chez les parents, dans la famille ou pas du tout? Non, écoute, ça prend pas beaucoup de place. Pourquoi? Parce que je suis de Pau, comme tu l'as dit. Sport roi, rugby. Deuxième sport, basket. Troisième sport, peut-être le golf. Quatrième sport, le foot. Maintenant, ça a changé depuis que le Pau FC est en seconde division. Mais à l'époque, non. Depuis que tu as explosé surtout. Ouais, depuis 97, là, le foot, il faut voir. Non, mais sincèrement, non, le foot n'était pas dans ma famille, non, quelque chose qui était... Il y a que mes frangins qui jouaient un peu au foot, mais ils n'étaient pas dosés non plus de foot. Et mon père, tu sais, c'est le côté africain, les études. Donc, sans me mettre de pression particulière, il m'a dit, écoute, le foot, tu t'amuses un peu comme ça, mais c'est sérieux, fais les devoirs d'abord. Fais les devoirs et après tu peux jouer au foot. Tu supportais quel club où tu avais un attachement? Au-delà de José Touré, est-ce que tu avais un attachement à un club? L'attachement, non, mais je faisais attention à Bordeaux. C'est le club phare de la région.
Et puis bon, c'était un club qui fonctionnait bien. Il y avait Giresse, Tigana aussi, tu vois, on parlait des métis. Tigana, donc ouais, Bordeaux, je regardais beaucoup Bordeaux. Et puis après, on est dans les années 86, 7, 8, 9. On sait qu'il y avait un club du sud de la France qui dominait, donc c'est Marseille. Et comme j'étais un sudiste, donc il y avait Bordeaux et Marseille. Paris, pour moi, c'était très 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 loin. C'était trop loin même, c'était trop dans le nord pour pouvoir m'identifier à ce club-là. Et donc c'était Bordeaux et Marseille. Et l'Espagne? Parce que tu as quand même une culture espagnole. Ouais. T'es pas loin de la frontière. Oui, bien. Oui. Et l'Espagne, en fin de compte, pour tout dire, c'est que, effectivement, alors à Pau, j'ai eu le câble très tôt et j'avais des chaînes espagnoles, la TVE, et à l'époque, il y avait beaucoup de football espagnol et donc je regardais beaucoup de football espagnol dans le Barcelone. Et donc, ouais, j'ai été bercé par ça. Et puis les Pyrénées-Atlantiques, on a le côté basque et il y a une sensibilité très. Il y a les Pyrénées surtout. Il y a une sensibilité très, très jeu, très espagnole. Et donc, ouais, j'ai toujours apprécié ce jeu-là. Après, je regardais pas, je vais pas te mentir, je regardais pas la Real Sociedad. Pourtant, c'était le club le plus emblématique. Je sais qu'il regardait beaucoup de jeunes joueurs pyrénéens. Ils te regardaient, toi aussi? Ouais, ils m'ont regardé, donc j'ai failli jouer là-bas. Mais globalement, ouais, c'était Barça, Real. Et ouais, l'Espagne, ça a été. Je regardais plus du côté espagnol, effectivement. Alors, il y a un basculement, même si tu pensais pas forcément à devenir pro très très vite. Ouais. Tu jouais comme ça. Mais quand on vit à Pau, qu'on ne fait pas de centre de formation, ce qui est quand même une particularité, à quel moment tu te dis, tiens, je peux peut-être faire quelque chose de mes pieds? Il n'y a aucun moment, en fin de compte. Mon cursus, c'est un truc de fou. Je fais du foot, je vais au lycée. On est en 92, donc il y a du basket. Donc, à un moment donné, je fais du foot et du basket. Mais je suis toujours aussi bon au foot. Je ne vais pas jouer le faux modèle. Donc, je suis toujours aussi bon au foot. Mais je vais à la fac aussi. Et donc, j'ai 17 ans. Le seul truc, le petit déclic, c'est j'ai 17 ans et je suis appelé avec l'équipe première du FC Pau, enfin de Pau, qui s'appelait le FC Pau à l'époque. Donc, j'ai 17 ans et je joue en CFA 4e division. Et lors de mon premier match, je marque. Et donc, je deviens un petit peu, pas la coqueluche, parce que voilà, mais on parle de moi dans le journal local. Et c'est là où je me dis, quand tu arrives au lycée, tu joues au foot déjà, tac. Donc c'est un plus pour la notoriété. Tu te rends compte que, juste à ce niveau-là, je ne suis pas en pro, mais juste à ce niveau-là, tu peux être la petite coqueluche, on peut te voir, ça peut être pas mal. Mais en faire une carrière, toujours pas. Toujours pas. C'est rapidement après, c'est une année et demie après où tout va basculer. Mais j'ai tort si je dis que jusqu'à 17 ans, et ton arrivée au Paris Saint-Germain à 18 ans, t'es pas dans un cursus où tu te dis le foot, il faut que je le fasse sérieusement, il faut que je le fasse de manière assidue, il faut que je progresse sur tel point, tu sais, comme dans un centre de formation. Tu as l'impression que tu te laisses porter, bercer avec tes qualités naturelles et qu'au final, tu arrives à avoir le niveau, ce qui est quand même très particulier. Moi, avec le recul, j'en parlais avec des potes qui ont fait des centres de formation, je dis que c'était ma force. Non, 16, 17, 18 ans, je vais pas te mentir, j'ai fait des soirées étudiantes, tous les jeudis je sortais, les samedis après les matchs je sortais. Enfin, objectivement, j'étais à l'opposé de... Enfin, je savais même pas ce que les mecs de centre de formation vivaient, quoi. Et quand je suis arrivé en espoir, ou même au Paris Saint-Germain, j'ai côtoyé des mecs qui avaient fait le centre de formation depuis l'âge de 13, 14 ans. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que vous avez fait du matin au soir, foot? Vous sortiez pas? Vous alliez même pas dans les... Vous avez rencontré des meufs quand même. Il y avait quand même... Non, c'était que des mecs... Ah ouais, waouh. Moi, c'était l'opposé. C'est-à-dire, moi, c'était vie ma vie, quoi. Tu vois, je ratais des entraînements parce que j'avais pas envie d'aller à l'entraînement parce qu'il pleuvait. Bon, c'est pas grave, il y a prescription. Parce qu'il pleuvait, je ratais des entraînements, j'y allais pas parce que on finissait les cours et j'étais avec des meufs et c'était pas mal. J'avais peut-être je pouvais négocier, tu vois, avec une meuf. Donc je dis bon là, 17h30, j'ai pas l'entraînement. J'appelais le coach, je dis coach, je suis en TD ou je peux pas venir, voilà. Donc je vivais, quoi. C'est pire que ce que je pensais en fait. C'est exactement ça. C'est pour ça que j'entends, oui, il faut qu'ils vivent leur jeunesse. Mais bien sûr, il faut que les jeunes, ils vivent leur jeunesse. Depuis l'âge de 13 ans, ils sont enfermés, c'est pas possible. Après, à 18, 19 ans, t'es dégoûté. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Moi, en tout cas, c'est ce qui m'a aidé à tenir et à assumer les hauts et les bas parce que je savais qu'il y avait autre chose que le foot. Et quand même, à 18 ans, tu arrives au Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, entraîneur Ricardo, grosse équipe également. Ouais. Tu as la Ligue des Champions tout de suite, où tu joues même. Comment tu passes de ce monde, entre guillemets, de la tranquillité et de l'insouciance un peu, à un monde de compétiteurs? Est-ce que tu avais ça en toi ou est-ce que c'est un petit peu ce côté détaché qui t'a permis de passer les moments peut-être difficiles du début? Il y a un côté positif d'avoir mon cursus, c'est-à-dire il y a un côté insouciant. Un côté négatif, c'est que je ne suis pas préparé à vivre ce que je vais vivre.
La notoriété, la compétition, et puis l'obligation de gagner. Et puis les médias, enfin, je ne maîtrise pas tout pareil. ça. Ouais, je maîtrise pas tout ça. Donc le premier jour, quand j'arrive au camp des loges, je vois plein de journalistes, plein de supporters. Voilà, je me suis dit, waouh, c'est quoi ce truc-là? Donc mon recul m'a permis de dire, c'est bon, c'est pas grave. Mais quand même, je n'étais pas préparé à ça. Donc le premier mois, c'était compliqué. Surtout avec les jeunes de centre de formation qui étaient là et qui commençaient à... Voilà, Pierre Ducrot, Rick Pesley, Fabrice Calban, Fabrice Sabriel, qui étaient, eux, ils sont conditionnés depuis l'âge de 13-14 ans à devenir pro. Donc ils sont habitués à ça. Moi, je ne suis pas habitué à ça. Donc c'est la compétition. Donc j'ai pas de potes. Enfin, c'est comprendre que j'ai pas de potes. J'ai des collègues de travail, très tôt. Voilà, ça a été, j'ai mis du temps à comprendre. Bon, après, j'ai vite compris, mais j'ai mis du temps à comprendre. Qui vient te chercher d'ailleurs? Comment ça se fait le lien avec le PSG? Bon, écoute, comme j'étais pas trop mauvais, il y a pas mal de clubs professionnels qui s'intéressent à moi. Et comme il y a beaucoup de clubs professionnels, Monaco, enfin je vais pas les citer, beaucoup de clubs professionnels, et puis à Paris, il y a mon directeur sportif de l'époque qui appelle Paris Saint-Germain. Je sais pas pourquoi Paris, parce qu'il était en... le directeur sportif de Pau était bien avec Jean-Pierre Dogliani et aussi Jean-Michel Moutier. Il a dit, écoute, il y a un gamin, il est super fort, et puis soit il va partir dans ce club-là, ou soit vous faites quelque chose. Et Jean-Pierre Dogliani est venu me voir, Jean-Michel Moutier m'a eu au téléphone. Est-ce que tu veux venir à Paris? Ouais, au PSG, ouais. Donc moi je monte, c'est la première fois que je prends l'avion aussi, donc j'ai 18 ans, donc 17 ans et demi, 18 ans, je prends l'avion, je vais là-bas, je suis au Parc des Princes. Donc il y a Michel Denisot, il m'explique, écoute, si tu viens l'année prochaine, il y aura ci, il y aura ça. Je me dis, ouais, putain, Michel Denisot, celui que j'ai vu à la télé, c'est top. Et il y avait Rai qui était là dans les couloirs. Il rentre, il dit, bonjour Michel, ah, salut. Et Michel, il dit, voilà, peut-être l'année prochaine, nouveau joueur, un nouveau coéquipier. Et le lendemain, je vais à la fac. Et dans ma tête, je me dis, oh, c'est quoi ce truc-là? Donc ouais. Donc après, je me suis dit, ouais, Paris, c'est PSG. Tu joues pas mal de matchs pour une première saison d'ailleurs à 18 ans. Tu joues même à la Ligue des Champions. Tu joues 90 minutes contre le Bayern Munich. On parlera de Monaco tout à l'heure avec Deschamps, si etc. Bon, ça, c'est l'évidence, même 2004. Okay. Mais c'est quoi ton rapport avec la Coupe d'Europe? Parce que tu commences quand même dans ce genre de match de Coupe d'Europe très vite. Ouais. C'est ça ton premier gros souvenir? Ça, c'est l'image de ma carrière, en fin de compte. C'est-à-dire que le match d'avant, 15 jours auparavant, je fais le déplacement avec le club de Paris parce que c'était un Bayern Paris, on prend 6-1. 600 ou 5-1. Ouais, 5-1, ouais. 15 jours après, il y a le PSG, et je ne sais pas pourquoi, il y a des joueurs qui sont absents, malades, je ne sais pas quoi, je ne sais pas pourquoi, je suis surpris. Et puis Ricardo me fait débuter. Et là, je le sais un peu avant quand même, il me prépare, il ne me dit pas... Donc je le sais l'après-midi, donc je n'ai pas fait la sieste. Et j'ai appelé des amis à moi, ils m'ont dit, mais c'est un cadeau empoisonné ce truc-là. Te prends pas la tête, mais si, attends, le Bayern, c'est un truc de fou, quoi. Il y a 1 mois et demi, je jouais contre Valoris, enfin 2 mois, parce que c'est en septembre. Non, même pas, je crois que c'est en septembre le match. Hein. Bon bref, il y a 2 mois auparavant, je jouais contre une équipe comme Valoris, et voilà. Et puis là, je me trouve Champions League, Bayern, c'est un cadeau empoisonné. Si je me vautre, je suis mort. Et donc j'appréhende un peu le match. Et puis ce qui est très très bon, c'est d'ailleurs je marque un but contre mon camp. Hein, oui. C'est pas vraiment un but contre mon camp, je le prends pas comme tel. C'est, comment il s'appelle, Yanker qui me pousse, il fait 2 mètres et tout ça qui me pousse, donc je marque de facto contre mon camp. Il y a écrit CSC, si c'est CSC. Puis tu vois, je me dis, si j'abdique là, je suis grillé à vie. Et donc dans ma tête, il y a un truc, je me dis, écoute, prends du kiff, c'est une chance, peut-être ce sera ton dernier match, vas-y, éclate-toi. Et puis après, ouais, je m'éclate, je me libère. Je fais un beau tac sur Mehmet Scholl, qui fait la une, ou pas la une, mais qui fait le lendemain, qui est dans les journaux de l'équipe. Et puis je fais un bon match et on gagne 3-1. Et après, c'est parti là. Et c'était quand même grand Bayern. Il y a Kahn, il y a Kuffour, il y a Scholl. Ouais. Après, souvent, il y a Albert. Souvent, quand tu joues le Bayern, c'est quand même un grand Bayern. C'est vrai. Mais c'était pas des joueurs en carton, ouais. Ouais. Ce que tu veux. Et ils étaient sur une série de plus de 10 matchs sans défaite. C'était un gros résultat. Alors, ton parcours à Paris, il y a quand même 10 ans qui passent. Ouais, 10 saisons, ouais. Après, c'est entrecoupé par des prêts. Donc, tu as Rennes, tu as West Ham, tu as également Monaco, forcément. Donc, en gros, tu fais pas plus de 3 saisons à chaque fois de suite au Paris Saint-Germain. T'as étudié, hein. Et il y a pas mal de... Il y a des bons moments sur les classements. Il y a des moments plus compliqués. Il y a des coachs qui, entre guillemets, te boycottent. Je sais pas si boycott, mais bon, je sais pas. Enfin, qui ont pas confiance en toi, sans t'avoir vu, comme par exemple Coach Vaïd, notamment. Est-ce qu'un bon footballeur, au final, quand tu regardes tes 10 ans, c'est un footballeur qui sait gérer la frustration? C'est ça la première qualité, ou une des premières? Ouais, bah, écoute, tu sais, moi, j'échange beaucoup avec des jeunes joueurs, et je leur dis déjà, on est tous des bons joueurs. Ce qui va faire la différence entre un bon et un très bon, c'est arriver à gérer ces moments-là, parce que vous n'allez pas tout le temps rencontrer les entraîneurs qui vont vous faire confiance, vous n'allez pas tout le temps être bon. Et comment vous allez gérer les moments forts et les moments faibles? C'est surtout les moments faibles, parce que les moments faibles, t'en as.
Et c'est ce que j'ai fait moi, dans ma carrière, quoi. Quand il y avait des coachs qui ne m'aimaient pas, de deux choses l'une. Soit c'était momentané, dans ce cas-là, je restais et je me dis, bon, je vais lui faire changer d'avis. Ou ça, quand je savais que c'était sûr et certain qu'il n'allait pas me faire jouer, je demandais à partir. Parce que ça ne sert à rien de lutter face à une personne qui ne te veut pas. Pour diverses raisons, hein, qui ne te veut pas. Donc le premier prêt, c'était à Rennes. Pourquoi? Parce que Alain Giresse, qui reprend l'équipe, il me dit ouvertement, écoute Edouard, je ne te ferai pas jouer. J'étais en espoir, hein, pourtant. Il me dit, je ne te ferai pas jouer. Sauf s'il y a, qu'est-ce qu'il m'avait dit? Une épidémie de malaria ou quoi que ce soit. Mais mais il me dit ça parce qu'il voit que je suis motivé, quoi. Je dis, non, mais c'est pas grave, coach, moi je ne vous demande jamais rien, je vous demande rien, moi je joue. Non, 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 non. Tu sens qu'il y avait beaucoup de joueurs, ils venaient faire signer au Cocha, enfin, il y avait l'HUR, et il n'avait pas le temps pour moi. Donc il m'a dit, non, tu ne joueras pas. Et quand je suis sorti, j'ai dit, là j'ai vu que non, je ne jouerai pas. Je ne jouerai pas. Donc ça ne sert à rien de dire oui, si. Non, je ne jouerai pas, je ne vais pas le convaincre. C'est-à-dire même si je fais des bons entraînements, non. Et en plus, ça, c'est après ta première année en pro, Ouais. où quand même ça se passe plutôt Ah bien. bah ouais, c'est tu violent. te dis, bon, allez, c'est peut-être le départ, c'est quelque violent. chose. Et Rennes, après Rennes, ça se passe bien aussi quand même. Ah bah après, c'est autre chose. Après, du coup, après, il y a un changement aussi au niveau de l'effectif de Paris. Donc, je vais à Rennes parce que Paul Le Guen m'appelle. Et là, je me dis, ok, je suis en Ligue 1. Et puis, de suite, tu sais, quand il y a un côté égo, je dis, je vais faire une grosse saison. Enfin, pas que parce que j'ai été recalé de Paris, mais je vais leur montrer que je suis un bon joueur, quoi. Et ça s'est super bien passé. C'est quoi le mot qui te vient quand tu penses à tes 10 ans à Paris, finalement? Là, j'ai aucun mot. C'est très... Frustration, parfois frustration, mais parfois il y a des bons moments. Enfin, tu sais, c'est très difficile, je pourrais jamais critiquer ce club-là. Bien sûr. Parce que grâce à ce club-là, je suis devenu professionnel. Tu vois, on parlait de la notoriété et de la pression médiatique, mais c'est ce qui m'a permis aussi, quand tu faisais des bons matchs ou quoi que ce soit, qu'on parle d'Edouard Cissé, de mettre un nom sur un visage sur mon nom. Donc c'était cool. Mais après, il y avait des zones de frustration parce que il y avait possibilité de faire beaucoup mieux. Et voilà. Là aussi, quand on regarde ta carrière, on voit les clubs. C'est marrant parce que tu as Paris Saint-Germain, contexte chaud. Olympique de Marseille, contexte assez chaud aussi. Beşiktaş, contexte chaud. Alors que tu parais être un mec à l'opposé de ça. Ouais. Tu comprends ce paradoxe? Ouais, c'est assez drôle. Par contre, j'ai fait Monaco. Club assez chaud. Où il fait chaud. C'est assez chaud Mais financièrement. C'est plutôt assez chaud sur le compte en banque. Ça monte. Mais ouais, t'as raison. Paris, moi je suis complètement décalé. Donc parfois j'en ai souffert au tout début de ma carrière. Les gens ne comprenaient pas que je prenais autant de recul sur les événements, alors qu'il y avait autant de pression médiatique, autant de pression. Et très souvent, je dis, on a perdu le match, on n'a pas été bon, voilà. Ça n'a pas empêché de dormir. Et parfois, on me disait, mais c'était fou, quoi. Mais t'es malade, on a perdu, mec. Oui, et donc au départ, c'était mal perçu. Mais ça a été ma force, quoi, parce que c'est qu'un match de foot. Et du coup, quand on perdait, c'était qu'un match de foot. Mais quand on gagnait 3-0 et qu'on était premier, c'était qu'un match de foot aussi. Donc je me remettais dès le lundi ou dès le mardi au boulot. Donc voilà, c'est comme ça que je vivais les choses. À ton avis, les coachs que tu as eu dans ta carrière, Ouais. ils diraient quoi d'Edouard Cissé? Alors, je sais pas, il faudrait reposer la question. La dernière que j'ai eue là, c'est Guy Lacombe, qui m'a dit que j'étais un bon mec et que j'étais un joueur intelligent. C'est pas mal. Je trouve qu'il a très bien résumé Edouard Cissé. Non, je sais pas. Franchement, il faudrait leur poser la question. Moi, quand on me dit que j'étais un bon joueur et un bon mec, ça me convient. Hein. Je ne me suis jamais pris pour quelqu'un d'autre. Mais un bon mec, ça, c'est important pour moi. J'essaie de... Pas par rapport à mes parents, mais tout simplement de respecter les gens avec qui je jouais, avec qui je traitais, avec qui je vivais. Et donc ça, c'est quand même pas mal. Ouais. Plutôt Monaco pour commencer, avec Didier Deschamps. Quand tu arrives en 2003-2004, lui, il a fait déjà 2 saisons auparavant. Il en a fait 2 ou une? Deux. Enfin, il arrive... Première saison compliquée, exact. Deuxième saison, il gagne la Coupe de la Ligue, c'est ça? Exact, et il finit deuxième. Mais, mine de rien, on connaît plus Didier joueur que Didier coach à ce moment-là. Toi, quand tu arrives, est-ce que tu as l'image du joueur ou tu te dis ça peut être un grand coach? Non. Tu le vois comment en fait? C'est le capitaine de l'équipe de France qui soulève la Coupe du Monde. On est en 2002, 2003, c'est encore tout frais, quoi. En tant qu'entraîneur, on sait pas. Moi, je sais pas ce qu'il est parce que j'étais en Angleterre l'année d'avant. Ah, oui. Le seul truc que je peux te dire, c'est que, et ça je le dis souvent, c'est-à-dire que je suis dans les locaux de mes agents, dans les bureaux de mes agents, et ils me disent, écoute, voilà, Vahid, il te veut pas. Ah bon? Putain, merde. Ça fait mal. Bizarre. Il te veut pas, et par contre, il y a
Rennes qui est intéressé par toi, mais on a reçu un coup de téléphone tout à l'heure de Monaco. Monaco, c'est Didier Deschamps. Je dis, ouais, Monaco, putain, c'est pas mal. Et il me dit d'ailleurs, si t'es OK, on va l'appeler. Donc il l'appelle, il me passe Didier, et la discussion dure 3-4 minutes. Et dans la discussion, mais c'est puissant ça, franchement, il faut que tu comprennes. Hein. Je lui dis, écoute, voilà, voilà, merci, OK. Il me dit, écoute, Edouard, je suis intéressé par ta venue. Je te promets pas d'être titulaire. Donc tu vois, je dis, attends, il veut que je vienne, mais il me dit pas que je suis titulaire. Mais je dis, écoute, ça paraît logique que tu ne promettes pas que je vais être titulaire parce que vous êtes 22, on est 22 joueurs. Il dit, non, t'as pas compris. Je ne te promets pas à toi d'être titulaire, mais il y en a qui vont débuter titulaire. Ah ouais, par rapport à ce qu'ils ont fait l'année dernière, il y en a qui ont gagné la Coupe de la Ligue, eux, ils vont débuter titulaires. Par contre, si je te prends, ça ne veut pas dire qu'ils resteront toute l'année titulaires. Donc si tu fais le boulot, il n'y a pas de souci. Ça a duré 3 minutes. Je raccroche. Ils me disent alors, ils ne me promettent pas que je vais être titulaire, mais j'ai l'impression que les cartes elles vont être distribuées. Alors qu'est-ce que tu veux? Alors qu'à Rennes, ils me proposaient, c'était Pierre Drossi qui me dit, écoute, tu l'as, on a besoin de toi. Enfin, tu vois, il y a le côté titulaire à Rennes, et le côté tu ne vas pas être titulaire, enfin, tu ne débutes pas à Monaco, qu'est-ce que tu fais? Je vais à Monaco. Je suis allé à Monaco pour ça. Parce que c'est un discours tellement franc que j'avais perdu l'habitude d'avoir depuis ces 3, 4, 5 saisons professionnelles où très souvent, on essaie de te mettre la pilule, tu sais. Tu sais, quand on ne sait pas jouer, on se fait le turnover. Et en fin de compte, tu te rends compte qu'il n'y a que toi qui turn. Tu vois, tu te dis, c'est bizarre, le turnover. Ok, il n'y a que toi qui turn, c'est mort. Donc là, c'était clair, net et précis. Donc du coup, quand je suis arrivé à Monaco, je savais que je n'allais pas débuter, mais je savais que je pouvais jouer. Si j'étais bon, que j'allais jouer. C'est ce qui s'est passé. Les premiers matchs, j'étais pas titulaire. Mais dans ma tête, je suis pas titulaire, mais je vais débuter les matchs. Après, tu as l'environnement aussi. C'est pas mal. Ouais, mais tu peux t'endormir. Parce que c'est pas les supporters qui te mettaient la pression. Donc, objectivement, j'aurais pu avoir ce côté. J'avais fait une année en Angleterre, à Londres, où tu sais, tu as une ferveur. Là, à Monaco, tu joues pas. Tu perds le match. Tu peux sortir, tu es au soleil, quoi que ce soit. J'aurais pu très bien sombrer. Bon, ça s'est pas passé. Ça sert à rien de penser à un truc qui n'est pas passé. Mais voilà, c'était pas évident. Alors, quand on pense Didier Deschamps, on dit c'est la culture de la gagne, c'est le coach, il sait comment gagner, il sait faire un groupe. Ouais. Ça, on l'a bien vu, je crois, sur les dernières saisons. Mais tactiquement, c'est comment en fait Deschamps? Est-ce que c'est quelqu'un qui intervient régulièrement? Est-ce qu'il y a des ajustements forts tactiques en fonction des adversaires? Ou est-ce que c'est vraiment l'aspect groupe qui t'amène à un résultat final positif? Je vais revenir sur un truc qui est clair. Tout le monde parle, parfois, il y a des gens qui utilisent un langage, c'est-à-dire la culture de la gagne. Ça veut tout dire et rien dire. Ce qu'il n'aime pas, Didier, c'est qu'on ne mette pas tous les moyens pour gagner le match. Mais la défaite fait partie du jeu. Tu vois ce que je veux dire? C'est super important. La défaite fait partie du jeu. Tu rentres sur un terrain, tu peux être très très bon. L'équipe, elle est meilleure que toi. Tu perds. Tu peux être très très fort. Tu as un gardien ou un poteau contre toi et une contre-attaque, tu perds. Et qu'est-ce qui se passe? Tu boudes ou quoi que ce soit? Non. Par contre, si tu mets tout en place, tactiquement, techniquement et dans ta culture, enfin dans ton approche du match pour gagner, tu as de fortes chances de gagner. Et c'est ça que Didier fait. Donc quand il construit une équipe, un truc que je souhaite y revenir, mais un groupe, c'est la même chose. Il ne prend pas les meilleurs joueurs, il prend les joueurs qui s'entendent bien, parce que c'est pas mal la cohésion, qui ont des qualités, parce qu'il ne va pas prendre des peintres, et qui ont cette culture-là. Et si son groupe ou son équipe n'a pas cette culture-là, il va la façonner, il va la rappeler, il va le rappeler constamment. Et quand je suis arrivé à Monaco, ça faisait déjà 1 ou 2 ans qu'il avait essaimé et inculqué et infusé cette culture, ou même à l'entraînement, tu ne savais pas si tu allais gagner. À l'entraînement, tu ne savais pas si tu allais gagner. Par contre, tu faisais tout pour gagner le match. Et ça taclait, ça chambrait. Il y avait une forte culture pas nécessairement de la gagne, mais on refuse de la défaite. On refusait de perdre bêtement. Perdre bêtement, c'est faire un petit pont alors que ça ne sert à rien. Tu vois, pas marquer le 2e ou 3e ou 4e but parce que tu dis ils sont tellement nuls que t'inquiète pas, on va en avoir d'autres occasions. C'est l'efficacité. Et très souvent, voilà, il disait respectez le jeu, respectez le foot. Il y a quelque chose qu'il ne supportait pas, c'est le non-respect du jeu. C'est simple, le foot c'est simple. Tu as une équipe en face, si tu es meilleur qu'elle, tu gagnes. Mais tu ne gagnes pas sur le papier là. Tu gagnes en fonction de ce que tu vas mettre. Les duels, c'est du basique, les duels. Et si tu es meilleur, tu provoques et tu joues ton jeu. Et après, si en face, il y a un adversaire, il y a le gardien qui fait un super travail, s'il y a un poteau où ton attaquant n'est pas en réussite, tu fais match nul et puis tu analyses le truc, mais au moins tu as fait ce qu'il faut toi. C'est ça le but. Et même dans les périodes où c'est compliqué, parce que
Avec Monaco, en gros, vous avez 10 points d'avance la saison sur Lyon, d'ailleurs, que vous battez chez vous, je crois, 2 ou 3-0, il me semble. Et puis après, ça s'écroule un petit peu aussi parce que physiquement, tu as la Ligue des Champions, même mentalement, qui te prend, tu fais un gros parcours. Lui, dans ces moments-là, tu le sens en difficulté ou toujours sur le même rythme? Non, Didier, c'est un jeune entraîneur aussi. Ouais, donc pour lui, les événements qu'il vit en tant qu'entraîneur, c'est nouveau pour lui. Parce que c'est le début de quelque chose pour lui. Et, on est 10 points d'avance, comme tu as dit, en janvier sur Lyon. On cartonne super bien en Champions League, mais on a un effectif qui n'était pas construit pour faire ce qu'on était en train de faire. On avait 16-17 joueurs. Et il s'appuie, on avait à peu près 20 joueurs, mais il y avait 3-4 joueurs, mais vraiment très jeunes. Et puis après, il y avait, il s'appuyait toujours sur les mêmes joueurs. Donc on n'était pas disposé physiquement et psychologiquement à faire ce qu'on est en train de faire, et lui non plus. Et il se rend compte qu'on fait quelque chose, un exploit. Quand tu vas, t'as Moscou, normalement on doit perdre, mais on ne perd pas. Donc après, tu arrives à le Real, qu'est-ce qui se passe? Tu gagnes. Chelsea, enfin, personne n'est prédisposé à faire ça. Et donc lui non plus. Donc il n'a pas nécessairement les mots. Et ça, il le sait. Hein. Il n'a pas nécessairement les mots à des moments précis, des moments clés, pour nous garder et nous mettre sur le droit chemin. Et parce qu'on ne lui en veut pas, mais parce que même nous, on ne savait pas ce qu'on faisait. Et lui, il arrive un peu. En tant que joueur, je pense qu'il aurait trouvé les mots. Et en tant qu'entraîneur, il y a des choses qu'il ne savait pas. Il fait quelque chose d'extraordinaire. On séduit les professionnels du foot, enfin les gens qui suivent le foot. Et lui, il a des sollicitations. Et on parle déjà de Mourinho et de lui dans les grands clubs. Et lui, Mourinho qui était à Porto. Qui était à Porto, qui peut aller à Chelsea, Juve. Et donc, il y a son nom qui circule. Et donc, lui, il n'est pas... Nous, on voit ça en tant que joueur. On voit qu'il a des sollicitations et il n'est pas très clair sur son futur. Donc, on ne sait pas. Et il y a cette période-là qui est un peu... qui est pas évidente. Mais pour lui aussi, c'était un jeune entraîneur. Donc, il a réussi à trouver des mots pour nous garder un peu sur le rail. Mais après, il y a des moments où je pense que le Didier de maintenant, il aurait trouvé les mots qu'il fallait pour nous garder jusqu'à la fin et pour aller soulever le titre. Et sur l'aspect, sur le parcours qui est lunaire d'ailleurs, parce que tu peux sauter totalement, limite le match contre Moscou et un des plus dangereux en 8e, tu peux sauter à ce moment-là. Mais est-ce que tactiquement, il s'adapte à l'adversaire ou il vous parle que de votre jeu à vous? Est-ce qu'il parle des... Je sais pas moi, est-ce qu'il fait... il dit attention à ce joueur-là dans cette zone, comment il faut le gérer, prise à 2, prise à 3? Est-ce que même toi, individuellement, il te dit, parce que tu as des rôles très différents en fonction des clubs, et à Monaco aussi, parfois tu joues un peu plus reculé quand il y a Plasil avec toi, et parfois tu joues un peu plus en projection quand il y a Zikos et Bernardi. Et toi, il t'apporte quelque chose tactiquement? Moi, tactiquement, oui. Alors non, il m'a appris un truc. La première chose aussi qu'il me dit, écoute Edouard, je ne vais pas t'apprendre à jouer au foot. C'est lunaire. Tu es champion du monde, tu es Didier Deschamps, je ne vais pas t'apprendre. Je joue le même poste. Tu te dis, putain, mais comment ça, tu vas pas apprendre à jouer au foot? Je vais t'apprendre à communiquer et à t'affirmer. D'accord? Et l'affirmation, ça passe par justement un coup, tu vas jouer à côté de place de Yaro. Donc Yaro, il va avoir un rôle beaucoup plus offensif et toi, tu vas rester dans la défense et tu vas le guider un peu. Et puis la même chose, quand tu es avec Zikos et Lucas, Bernardi, tu vas être un peu plus offensif. Mais d'un autre côté, si jamais il y a le taf qui n'est pas bien fait, tu vas parler. J'étais relativement introverti, enfin, tu vois, je suis un peu en mode coolos, il me dit non, il faut t'affirmer. Donc ça, il m'a appris ça. Donc ça, c'est très important dans mon passage avec lui. Et puis après, tactiquement, je crois qu'à Monaco, il avait réussi. Pour moi, j'ai l'impression que Monaco, c'était sa meilleure équipe au niveau de la tactique. C'est-à-dire qu'on jouait en 4-4-2, 4-5-1. Et d'ailleurs, c'est l'équipe qui développait le plus beau jeu. Et tu changeais un ou deux joueurs, c'était la même chose. Ouais, c'était la même, on jouait de la même façon. On était très solide défensivement. Offensivement, il y avait de l'allant, on marquait des buts. Contre le Real, tu vois, on gagne 3-1 chez nous, mais il n'y avait pas, il y avait Yaro. On a joué avec Yaro et Roten, qui est milieu défensif, qui n'est pas milieu offensif. Enfin bref, c'est une équipe B. Classiquement, on arrive à gagner. Donc, ouais, il arrive à insuffler quelque chose. Il avait déjà réussi à insuffler un petit peu le côté culture de la gagne et il savait que son équipe, elle allait s'adapter tactiquement. Il y avait une culture tactique qui était forte quand même à Monaco. Tu retournes à Paris et là, tu as 3 saisons compliquées. Tu fais 9e, 15e, 15e avec beaucoup de changements. C'est une bonne moyenne, non? Après, c'est de ta faute. Hein. Mais 9e, 15e, 15e, c'est fort. Ouais. Ces 3 années-là, elles sont de trop ou j'abuse? Déjà, après Monaco, je pense que je vais rester à Monaco. Ça se fait pas.
Et pour diverses raisons. Et du coup, quand je reviens à Paris, ça se passe pas très bien avec Vaïd, vu qu'il ne me voulait pas. Mais comme il m'empêche d'aller dans les clubs où je peux aller, donc je dis bah, c'est pas grave, je vais pas rentrer en bras de fer avec le club, chose que maintenant j'aurais fait avec l'expérience. Tu vois, maintenant on a l'impression qu'un joueur il veut plus, il est en position de force. À l'époque, j'avais pas le. Quand tu faisais un bras de fer avec le club, tu étais un mauvais gars, donc c'était pas cool, tu étais pointé du doigt, et je pense que c'est la chose que j'aurais dû faire. Moi, j'aurais marqué mon désaccord, je serais allé dans un autre club, et voilà. Donc du coup, pendant la première saison est compliquée. Les 3-4 premiers mois avec Paris et avec Vaïd, c'est compliqué, je suis remplaçant. Le seul petit point positif qui me ramène à cette période-là un peu noire, c'est mon but que je marque au Classico, là, dans le Classico, une frappe du pied gauche, où une fois de plus, j'ai fait... pas titulaire en tout. Exactement, je suis pas titulaire. Donc quand il me fait jouer, c'est à gauche ou à droite, tout ça pour me déstabiliser. Mais je sors ma gueule, je dis je vais jouer et je vais gagner ma place. Et j'ai pas le choix parce que voilà, j'ai tourné la page. Objectivement, c'est une période où je me dis j'ai tourné ma page. Je pense que là, je vais aller jusqu'au bout, mais ça va être compliqué. Et bah, je marque ce but-là, qui me redonne un peu d'espoir. Et puis après, pendant 2-3 ans, comme tu le dis, c'est les montagnes russes. Nouveau projet, pas nouveau projet, nouveau joueur, pas nouveau joueur. Et puis bon, ouais, compliqué. Tu passes 2 ans à Beşiktaş. Beşiktaş, Mollet. Ouais. Et d'ailleurs, ça se passe bien. Tu fais titre, une coupe aussi. Ouais. Et il te rappelle. Ouais. Au moment où il est à Marseille. Enfin, tu le sais pas d'ailleurs qu'il est à Marseille à ce moment-là. Et lui non plus, c'est pas. Non. Bah, je suis pas sûr qu'il le sache. Mais si c'est pas Didier, tu y vas ou pas? Non. Non, c'est pour ça que. Mais c'est pas mal, hein. C'est pas parce que je trouve pas que ce club-là il est bien, mais c'est que très tôt, voilà, même si j'ai pas marqué d'histoire de Paris Saint-Germain, j'ai joué 10 saisons, j'ai fait plus de 200 matchs à Paris, donc j'ai un peu estampillé PSG. Donc je me suis dit, est-ce que je vais me mettre dans les problèmes à 31 ans à Marseille? Comme ça, non. Maintenant, la première chose, j'ai mis un mois avant de choisir, avant de décider, et après je dis, allez, je veux retravailler avec lui, parce qu'il est ambitieux et parce qu'il me dit une phrase, il me dit, écoute, Edouard, t'es un champion de ton pays, c'est bien, champion de Turquie, c'est bien, mais champion de son pays, c'est mieux. Et c'est vrai que c'est le seul titre que j'ai pas gagné, champion de France, et je me dis, écoute, voilà, franchement, il veut construire une équipe de dingue, enfin une équipe compétitrice pour aller chercher le titre. Bah franchement c'est cool quoi. Ça vaut peut-être un peu les désagréments du début ou pas des jets de pierre ou quoi que ce soit, mais au moins voilà des petites moqueries, oh, l'ancien parisien ou quoi que ce soit, que j'ai pas eu d'ailleurs, qu'on n'a pas eu, on a été préservé même avec Gabi. Non c'était ouais, s'il n'y a pas Didier, j'y vais pas, je vais pas me mettre dans les problèmes. Mais avec lui, je vais jouer pour Didier, je vais pas jouer à l'OM dans un premier temps. Est-ce que le Edouard Cissé, 31 ans, tactiquement, c'est le même que celui du PSG, celui de Monaco? Je te parle pas dans le niveau, parce que forcément, tu as évolué, mais dans le positionnement, tu as l'impression que tu es un peu plus 6, non? Ouais, non, mais... Il y a Lucho devant toi. Ouais, non, mais en plus, c'est assumé. Avant, mais j'aurais pu gagner beaucoup plus de temps. Hein. C'était Paul Le Guen, quand j'étais à Rennes, qui m'a dit, écoute, toi, ton meilleur poste, c'est devant la défense. Mais sentinelle, tu vois, tu compenses et tout. Je dis, laisse-moi courir, je veux faire du dribble, je veux frapper et tout ça. J'ai perdu du temps. Bref, j'arrive en Turquie, l'entraîneur qui me recrute, il fait des pieds et des mains pour me recruter, donc il m'impose auprès de la direction. Donc, et il me dit, moi, ce que je veux, c'est que tu équilibres l'équipe. Je dis, c'est-à-dire quoi, équilibrer l'équipe? Tu es là, tu compenses à droite, à gauche, tu relances, tu mets de l'impact quand il faut, voilà, sentinelle. Tu vois, la sentinelle, tu gardes. Bon, c'est pas kiffant, quoi. Okay. Bon, après, tu vois, tu vas en Turquie, donc tu vas à un salaire, tu dis, ça pour ça, ça veut dire que c'est un poste sérieux quand même, les gars. Là, les gars, pour faire ça, c'est pas Djibril Cissé. Vous voulez pas que je fasse du Djibril Cissé, que je marque des buts? Non. Donc, ok, ils ont compris que, voilà. Et ben, du coup, j'ai apprécié ce poste-là. Et je me suis dit, on peut être important, et t'es important parce que tu gagnes ce salaire-là. Et du coup, je me suis dit, voilà, ça c'est mon important. J'ai pris goût à ça. J'ai vu que je rassurais l'équipe. Parce que effectivement, les mecs devant moi, plus techniques, bah, ils étaient libérés parce qu'il y avait un mec derrière qui courait ou qui compensait ou qui assurait les couvertures. Et quand je suis arrivé à Marseille, c'est exactement ce que Didier m'a dit et c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, écoute, moi, franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer sentinelle. Je maîtrise ce poste et je vais le faire. Alors, c'était un Edouard Cissé qui courait beaucoup moins qu'avant. Où les rares fois où je courais beaucoup, c'est qu'on était mal positionné, donc ça me faisait chier. Voilà. Et du coup, voilà, je compensais et je libérais. Enfin, il faudra poser la question à mes mecs qui jouaient devant moi si je les libérais ou pas. Mais bon, je pense qu'ils étaient relativement contents d'avoir un mec derrière qui compensait les trous. Si, parce que dès que tu rentres dans l'équipe à Marseille, sur la deuxième partie de saison plutôt, hein, c'est là que ça commence à bien marcher. Money time. Ouais. Tu t'étais mangé une remontada avec Lyon sur la saison à Monaco. Ouais. Et là, tu fais la même à Bordeaux, par contre. Ouais. Écoute, oui, je profite d'un moment. Alors,
Ça, c'est avec Didier aussi. Didier, il est malin. Il me dit, écoute, pour me convaincre de venir à Marseille, je lui dis, écoute, ça va être compliqué d'aller à Marseille vu que je viens de Paris. Il me dit, écoute, t'as pas marqué l'histoire du Paris Saint-Germain et t'inquiète pas, je vais progressivement t'intégrer dans l'effectif, t'inquiète pas. Vous me connaissez, je fais low profile, comme tu l'as dit, je suis relativement discret. Ton ami marseillais, effectivement. Il arrive en janvier, lui. Voilà. Non, je suis discret à un moment donné, on me voit pas, c'est ma nature aussi. Et je fais quelques matchs intéressants. Je fais un match contre Milan où on me dit putain, il est pas mal, Edouard. Donc ça, c'est important par rapport au groupe pour dire que je suis pas en pré-retraite, que j'ai envie de jouer un rôle important. Et à partir du mois de janvier, je profite du fait que Stéphane Mbia fait que les Africains aillent à la CAN pour me mettre là. Didier, il me met là, et puis ça se passe très très bien. Et puis surtout, ça se passe très très bien. Pourquoi ? Parce qu'on a moins 12 points et qu'à un moment donné, on fait un sale match contre Montpellier. Et puis il dit, écoutez, maintenant ne me cassez pas les bonbons, je mets mon équipe et on verra. Advienne que pourra. Donc il me met en sentinelle, il met Lucho, il met il garde Benoît Chéroux. Il y avait Caboret aussi un petit peu. Et Charles après qui a commencé à arriver, même tu vois, reléguant Benoît qui était le sous-capitaine, le vice-capitaine sur le banc. Et après on enquille quoi. Mais ça me fait penser, c'est incroyable parce que Bordeaux, ils font la saison que Monaco fait en 2004. Parce que vous aviez de l'avance en 2004, il y a les petites rumeurs sur Didier. C'est bien ce que tu dis. Laurent, Blanc. C'est la même chose, on ne sait pas ce qu'il va faire. On sait pas ce qu'il va faire. C'est incroyable. Et... Mais ça impacte. Hein. Ouais, ça impacte forcément. Ça impacte un groupe parce que je me rappelle, ils étaient en il y a la Ligue des Champions, parce que Bordeaux, ils vont en demi aussi. Ah bien, Sofiane, c'est beau, c'est beau de revenir comme ça. Là, je pense que là, on est là. Qu'est-ce qu'il y a ? On a élucidé peut-être le problème des Bordelais 2010. Là, aujourd'hui, c'est énorme ce qu'on vient de vivre. Dans un local comme ça. Mais c'est magnifique. Peu importe l'endroit. D'accord ? On a toujours une solution. Ouais, effectivement, peut-être que tu as soulevé quelque chose. Le fait de Laurent Blanc, on parle de lui ailleurs, qu'il puisse reprendre l'équipe de France ou quoi. Ça a pu perturber les Bordelais. En tout cas, nous, ça nous a servi. Il y a plein de footballeurs qui disent que la fin de carrière, c'est une petite mort. Ouais. Tu l'as vécu comment ? J'avais fait déjà une mort cérébrale en signant à Auxerre. Incroyable. Ouais, j'adore Auxerre, mais... Ils t'ont préparé, quoi. C'était déjà un premier AVC, c'était à Auxerre. 2011-2012. Et après, j'étais pas 2012, drop mic, c'est bon, c'est tout pour moi, je m'arrête. Non, mais tu sais, ces 2 saisons à Marseille, elles étaient belles, mais à la fois intenses. Donc on a gagné énormément de titres, mais c'était en interne très difficile. Il y a il y a des guéguerres entre José Anigo et Didier. Et moi, j'étais un mec de Didier. Et à un moment donné, je jouais toujours le tampon entre les pros Didier, les pros José. C'est usant. Et pendant 2 ans, c'était dur. Et je ne comprenais pas pourquoi ce soit aussi dur alors qu'on gagnait énormément de matchs. On n'a jamais gagné autant de titres. Je pense que jusqu'à preuve du contraire, ils n'en gagneront pas autant. 5 ou 6 titres en 2 ans. 2 Coupes de la Ligue, champion de France. Ouais, déjà, tu dépucelles Marseille parce que ça faisait... Ouais, mais on oublie vite dans le foot. Et les supporters, ils oublient vite. Mais en tout cas, 5 ou 6 titres. Bref. Et je me dis, putain, c'est assez dur et je ne comprends pas pourquoi il y a autant d'animosité au sein du club. Et ça m'a fatigué. Et puis, ça, c'est l'inside. Quand Gabi me dit, écoute, Edouard, je me casse. Je ne vais pas rester. Il nous restait une année. Je lui dis, écoute, je veux partir. Donc, il va à la Roma. Moi, dans ma tête, je dis, je vais essayer, mais tout seul, ça va être... Enfin, j'étais pas tout seul, mais il n'y avait pas grand monde pour faire la scission entre tout ça. Et j'ai dit, ça va me saouler, quoi. C'était trop dur, j'ai fait un mois, et puis après, j'ai dit, bon, je pars. Et je suis parti à Auxerre. Mais donc, déjà, là, j'avais plus trop... déjà, il y avait le... Tu vois, non, c'était difficile. Je vais à Auxerre avec une envie de me relancer, avec le plaisir, tu sais, enfin un club, tu vois, où je vais pouvoir jouer librement, sans pression. Putain, mais j'ai jamais connu autant de pression que là-bas. Il y avait le président Gérard Bourgoin, toutes les semaines, nous disait, les gars, il faut gagner ce match. C'est pas possible, je regardais les joueurs. Denis Soliège, mais merde. Pourquoi comment on va gagner tous les matchs? Mais comment ça, il faut gagner le match? Parce que vous avez fait des investissements et parce que lui, il avait dit, on va être 3e. Le président dit, on va être 3e cette année. Bah, d'accord, mais président, c'est pas parce que vous avez dit qu'on est 3e qu'on va l'être, hein, parce qu'il y a des joueurs, enfin, il faut... Je regardais les gars, je dis, mais vous me mettez dans la... Tu vois? Et une fois, on fait une réunion et je dis, président, mais... j'ai joué dans des clubs un peu huppés et ils ne nous mettaient pas autant la pression tous les week-ends, quoi. Et là, vous nous mettez la pression tous les week-ends, genre, tu sais, c'est un élève qui est pas bon, il faut que tu aies la moyenne. Hein. Mais ouais, mais bon, il faut que tu aies 18 en maths alors que franchement, tu n'as pas bossé. Tu vois, tu n'as pas bossé, il faut que tu aies 18. Donc, là, c'était compliqué aussi.
Donc c'était un début d'AVC, je savais les prémices, tu vois, j'avais mon bras gauche qui était bloqué, tu vois, je commençais à... Et voilà, et 2012, rugby. Donc petite mort, j'étais préparé, tu vois. Et c'était pas vraiment une petite mort, c'était un début de ouf, j'en pouvais plus. Et puis j'avais 3 enfants, je voulais passer du temps, tu vois, quand t'as plus vraiment, tu ne réalises plus la chance que tu as d'être sur un terrain de foot, un samedi, d'être regardé par les supporters, tu vois, c'est qu'il y a quelque chose qui va plus. Et donc c'est pour ça que j'ai dit, bon bah voilà, il me restait une année de contrat à Auxerre, j'ai dit écoutez, je vous laisse mon année. Ça tombe bien parce qu'ils divisaient par 2 mon salaire parce qu'on descendait en Ligue 2. Mais quand même, j'aurais pu faire le salaud et voilà. Le garder, le donner à une association. Mais j'aurais dit non, je vous le laisse. C'est une association d'ailleurs, je parlais. Oui, d'ailleurs, c'en est une. Et donc je l'ai laissé, j'ai dit voilà, j'arrête. Et j'ai pas fait de jubilé, j'ai jamais déclaré que j'ai arrêté. Donc j'en profite. Tu peux nous le dire. Aujourd'hui, je prends ma retraite. C'est vrai que ma femme me dit mais Edouard, t'es fou, t'as jamais annoncé. Et les gens ils savent pas. Tu vois, et tu m'as posé la question, t'es fit. Ben, je l'annonce. Aujourd'hui, je prends ma retraite. Voilà. Pour moi, c'est clair, net et précis. Voilà. Donc, je vais pouvoir grossir parce que, comme tu l'as dit, souvent les joueurs, ils sont. Là, tu peux. Go. Voilà. T'es trop fit, là, c'est pas possible. C'est pour ça. Ouais. Mais ils viendront pas. Mais peut-être qu'inconsciemment, elle me dit, je garde, on sait jamais, sur un malentendu. Je pense qu'ils viendront pas. Un club. Là, maintenant, là, c'est fini, ils viennent plus, je vais pouvoir prendre un peu de poids. Est-ce que ton job aujourd'hui à Prime Video en tant que consultant, ça comble ce besoin de foot que tu as? C'est quoi, comment tu le prends, comment tu le gères? C'est quoi ton plaisir? Je le prends avec beaucoup de sérieux. Pourquoi? Parce que, alors, moi, je ne suis pas un accro. Mathieu Bodmer, voilà, il adore le foot. C'est un consommateur de foot, de junk food. Okay, il aime tout le foot, tous les foot. Et moi, je suis l'opposé. Je suis du football bio un peu. Mais ce qui m'a plu quand Prime Video est venu me chercher, j'ai aimé la composition des consultants. Parce que c'est des consultants qui aiment le foot, qui parlent foot et qui ne sont pas là à faire que du sensationnel et qui parlent tactique, technique, beaucoup d'humour, beaucoup de recul. Et ça, c'est quand on est venu me chercher et faire partie de cette équipe-là, ça m'a plu. Voilà. Après, dans mon rôle de consultant, c'est pas quelque chose qui me... Je suis pas accro au foot, j'aime le foot, je suis pas un dosé de foot, mais parler foot avec eux, ou sur les plateaux avec les journalistes, parce que je regardais Mediapro, je pense que l'un des seuls à être abonné à Mediapro l'année dernière, à avoir casqué 25 €. Et j'ai aimé ce qui se dégageait de tout ça, et donc voilà, faire partie de cette équipe, pour moi, ça me plaît bien. Tu es sur un rythme de vie qui te convient aujourd'hui, professionnellement? Ouais, mais parce que c'est pour ça que je fais la part des choses, parce que je sais que Mathieu ou Benoît, ils font beaucoup de matchs, enfin tous les consultants, ils font beaucoup de matchs. Moi, je ne fais pas énormément de matchs parce que c'est un choix, parce que j'ai besoin d'avoir un équilibre. À côté, je fais d'autres activités, mais parler foot, occasionnellement, comme ça me comble énormément. Après, à côté, je fais autre chose. Si je te demande le mec le plus fort à l'entraînement? C'est une question piège. Ouais. Tu le sais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a des super joueurs à l'entraînement et en match, ils sont pétés. C'est pour ça que je te la pose. Ouais, mais non, c'est faux. C'est Ronaldinho. Bon, après, ça manque d'originalité, hein. C'est un ballon d'or et tout ça, mais le plus fort, ouais, franchement, Stéphane Dalmat, très très fort. Laurent Robert, très très fort. J'ai pas mal de joueurs. Didio Kocha, très très fort. Et puis. Après, tu as fait Ben Arfa à Marseille. Ouais, alors à l'entraînement, tu m'as dit, ou en match? À l'entraînement? Ouais, à Thème, quand il voulait. Après, en match, il était exceptionnel sur cette période du titre. Voilà, ça aussi, c'est assez intéressant de l'avoir récupéré. Non, il y a pas mal de bons joueurs. Mais je vais dire Ronaldinho, parce que comme ça, moi. Enfin, je sais pas, mais c'est Ronaldinho le plus fort. Enfin, tu connaissais avant qu'il arrive? Bien sûr, moi je suis né à Pau, au Brésil, et non, je ne le connaissais pas du tout. Tu sais, à l'époque, il n'y avait pas YouTube, hein. Il n'y avait pas YouTube, donc on nous a dit, il y a un mec de Porto Alegre qui va venir et est super fort. Ouais, super. Et on l'a vu arriver, il y a eu un bis-bis avec son club, donc pendant un mois, il ne pouvait pas jouer avec nous, s'entraîner avec nous. On l'a vu s'entraîner vite fait, il y avait Nico Anelka, tu sais, les mauvaises langues, les Parisiens, on était tous là, Nico Anelka, Peter Luxin et tout ça. On le voyait s'entraîner. Moi, je disais, putain, Nico, il est pas mal quand même. Ouais, ça va, c'est du cirque. Au bout d'un mois, il est rentré dans les jeux, bam. Ah, ouais, putain. J'ai dit à Nico, c'est pas que du cirque quand même. Il était trop fort. Et il était trop cool en plus, donc c'était pas mal. Le club que t'as pas fait et que tu aurais rêvé de faire? Le Real Madrid.
le stade Bernabéu, les joueurs, ils étaient classe, tout en blanc. Enfin, je me suis dit, waouh! Et puis, comme ils touchaient le ballon, c'était pas le même. C'était vie ma vie, quoi. Et puis, le président, c'était la classe. Et puis, l'ambiance, les supporters, ils gueulaient pas. Enfin, c'est comment dire, mais ils étaient pas. Même le chant, ils faisaient pas des chants un peu chelous. Tout était nickel. C'était comme au théâtre, j'ai adoré. Enfin, moi, j'aimerais bien jouer là, un jour. Bon, bah, j'y suis allé plusieurs fois voir les matchs, quoi, c'est ça. Un investisseur se trompe de RIB Ouais. et vire 300 millions d'euros au Pau FC, Ouais, puis te nomme président. ouais. Tu fais quoi en première décision? Première décision, putain, non, je l'appelle, je dis 300 millions, c'est trop. Mais je prends quelques millions quand même, parce qu'on a besoin pour fonctionner. Frais de fonctionnement, c'est pas mal, ouais. Non, je suis content. Je suis content, mais les dirigeants, en fin de compte, c'est pas une réponse politique. Les dirigeants qui sont en place, ça fait depuis 25 ans, ils ont essuyé les plâtres et je les ai félicités il y a peu de temps. Pendant longtemps, on était un peu en froid et depuis 3 ans, je me rends compte que ce qu'ils ont fait, c'est énorme quand même. Ils ont essuyé les plâtres, ils sont arrivés à faire ça. Donc, être en Ligue 2, c'est top. Donc, si changement 300 millions, je les laisse président et je me mets actionnaire. Voilà. Non, j'encaisse pas, mais parce que non, le foot, t'encaisses jamais. Hein. Je pense que je suis là pour. Je leur donne 100 et puis à chaque année, je réinjecte. Je fais comme Abramovich. La question chiante qui revient toujours en interview, c'est laquelle? Tu préfères Paris ou Marseille? Tu préfères Paris ou Marseille? On choisit pas entre son père et sa mère. Le 5, j'aimerais que tu me construises ton 5 de joueurs. Tu te mets au milieu de terrain et je veux qu'il y ait 4 mecs autour de toi avec qui tu as joué forcément. Tu n'es pas obligé de mettre un gardien de but. Tu veux en mettre un, ouais. Tu peux. Tu choisis qui? Lionel Letizy, il y a un but. Je mets Ronaldinho. Je fais un petit coucou, je mets Thierry Henry parce que j'avais hier et puis voilà. Et puis après, il me faut un autre mec, c'est ça? Parce qu'on est combien? 4. 4. Je mets Fernando Morientes. Eux, ils courent pas, ils restent devant. Moi, je cours comme un enfoiré. Mais avec le Lionel, non, ça peut fonctionner. Très bien. Là, il faut faire venir du monde, on m'a dit. Ouais, c'est très bien, ça me convient. Parce que juste avec moi, on va pas faire venir du monde. Donc il faut des stars, il faut du but, il faut des trucs. Voilà. Merci Edouard. Sofiane, merci. Merci à toi.